restons au Liban, mais allons ailleurs aussi. Tu as étudié en Côte d'Ivoire, tu as enseigné en France. Question difficile peut-être. Si je te demandais de comparer un peu à la fois tes expériences comme étudiante, comme prof, mais aussi à travers ces expériences, ton regard sur ces différents systèmes d'éducation, la Côte d'Ivoire, le Liban, la France. Que dirais-tu? C'est vrai que c'est une grande richesse de pouvoir enseigner dans des lieux différents, à des publics différents, mais en même temps, il y a des choses très communes chez les jeunes à qui on enseigne, hein, avec toujours cet esprit de curiosité qui anime les jeunes. Ce que je pourrais dire quand même de mon expérience dans ces différents lieux, c'est peut-être partir des changements technologiques que j'ai pu observer depuis 30 ans à peu près que j'enseigne, mon expérience de 30 ans. Ces changements technologiques ont vraiment bouleversé nos manières de faire et peut-être le sens de l'enseignement. Moi, quand j'ai débuté, j'étais professeur au collège Jean Mermoz à Abidjan au début des années 90. On était encore avec les documents ronéotypés. On avait cette machine où on faisait les documents qu'on distribuait aux enfants. Et puis après, bien sûr, les TIS ont pris de l'ampleur. Et puis avec l'Internet, dans les années 2000 et 2010, la manière d'enseigner a été bouleversée. Et avec de plus en plus l'Internet et même depuis un an avec les cours en ligne, on se rend compte que l'enseignant ne peut plus être juste un fournisseur de savoir. Parce que l'enfant, l'adolescent, l'élève, l'étudiant peuvent avoir le savoir à travers des documents en ligne. Ça, c'est possible aussi. Mais la mission, entre guillemets, de l'enseignant, la mission de l'enseignant est beaucoup plus forte maintenant. C'est vraiment celui, à mon avis, qui va éclairer, qui va pousser à interroger l'ordre du monde, qui va mettre en garde l'élève contre les pouvoirs et leurs abus, qui va vraiment donner envie, qui va donner cet élan de donner envie. Je crois que si le métier d'enseignant perdure, dans le sens où on l'entend, c'est vraiment avec cette mission-là. Donner aux jeunes l'envie de se construire, l'envie de savoir, l'envie d'être libre, l'envie de rencontrer l'autre, l'envie de mieux se connaître et de mieux connaître les autres. J'ai envie de dire ça un peu. Voilà. Merci Salma. Tu viens de parler là de faire perdurer l'enseignement, l'éducation, de la mission des enseignants, des enseignantes. On entend souvent des critiques à l'encontre des systèmes d'éducation. Beaucoup estiment que beaucoup de systèmes d'éducation aujourd'hui sont quelque peu désuets, ne sont plus tout à fait adaptés aux nouvelles réalités, aux changements si rapides que le monde vit. Alors, une double question ici. Que penses-tu de ces critiques? Te paraissent-elles fondées? Et puis, si oui, que devrait-on apporter de nouveau dans les systèmes d'éducation? Par exemple, les 3 systèmes que tu as bien connus, que tu connais si bien. Moi, je pense que c'est une bonne chose qu'on critique les systèmes d'enseignement parce que on doit pouvoir toujours en débattre. On doit toujours pouvoir interroger le bien fondé et la justesse de nos outils, mais aussi de nos manières de faire. C'est comme ça qu'on avance. Et je pense qu'un bon indice, un bon révélateur, c'est
d'aller aussi directement voir le regard des élèves, des étudiants. Je pense que le monde avance comme ça. Les nouvelles générations ont toujours des choses à apporter. Elles ont une manière de voir qui est différente de la nôtre aussi. Et je pense qu'il faut aller vers elles. Il faut aussi, enfin, je ne veux pas avoir un discours trop normatif, c'est pas ça le but. Hein. L'éducation, c'est un échange. Il faut pas oublier ça. À mon avis, c'est la première chose qu'il faut. C'est la base, si vous voulez. C'est vraiment ça. L'idée que c'est un échange, toujours un échange. Et donc, il faut éviter tout dogmatisme en la question, je pense, pour être prêt aussi à changer, s'adapter, se renouveler, voilà, tout en gardant bien sûr les principes pour lesquels on est convaincu. Je pense que chaque prof dans le monde renouvelle l'expérience. Chaque professeur apporte ce qu'il est et ce qu'il sait faire, mais surtout ce qu'il est. C'est ça qui est important aussi de transmettre dans l'éducation. Moi, je revois souvent des anciens élèves, des anciens lycéens, des anciens étudiants, et je me rends compte que ce que les élèves retiennent ensuite quand ils sortent de l'école, quand ils sortent du système scolaire, c'est moins le contenu de ce qu'on leur a enseigné, mais une certaine vision du monde. Et nous-mêmes, quand on regarde notre propre parcours scolaire, c'est souvent ce qu'on retient. Tout à l'heure, je vous ai parlé de 3 professeurs qui m'ont énormément inspirée. Ils m'ont inspirée non pas seulement par ce qu'ils m'ont appris, par le contenu de leur savoir, mais par la vision du monde qu'ils ont pu me donner à un moment de ma vie où ça a été absolument éblouissant, vraiment, une lumière éblouissante qu'ils ont pu me transmettre pour avancer. Merci Salma, j'aime beaucoup ce dernier point. Ce que les jeunes retiennent, et c'est pareil pour moi aussi, et je l'ai constaté dans mes expériences de prof, ce n'est pas tellement la matière, on oublie très vite. Hein. On a appris, on nous a enseigné quantité de matière, quantité de concepts, de formules chimiques, mathématiques, de voilà, l'histoire de tel pays, la révolution ici, la révolution là-bas, mais qu'est-ce que j'ai retenu aujourd'hui en réalité? Très peu. Par contre, comme toi, je pourrais parler de tel enseignant, de telle enseignante, effectivement. C'est la vision du monde, c'est la philosophie, c'est l'approche, c'est la façon d'être que les jeunes retiennent davantage. C'est aussi, je crois, tu me diras ce que tu en penses, le côté, un certain côté pratique de l'enseignement. Quand je discute avec les plus jeunes aujourd'hui, elles sont très tournées vers le côté pratique. Et elles demandent souvent, mais OK, vous voulez que j'apprenne ça, qu'est-ce que ça va m'apporter? À quoi ça va me servir vraiment là, dans ma vie de tous les jours? As-tu fait le même constat toi aussi? Oui. Et je crois que l'école doit faire l'équilibre entre les éléments pratiques. C'est vrai que les élèves ont besoin de savoir aussi, de pouvoir se projeter sur le sens de ce qu'ils apprennent et sur la possibilité de mettre en application ou sur l'utilité de ce qu'ils apprennent. Mais je crois que aussi l'enseignement ne doit pas faire l'impasse sur une chose très précieuse, qui est le langage. La maîtrise du langage est la base de la liberté individuelle. C'est la plus grande richesse qu'on peut donner à un enfant. Le pousser à maîtriser le langage. Maîtriser le langage, c'est ne pas tomber dans les abus de tous les pouvoirs. Tous ceux qui possèdent le langage et qui maîtrisent le langage peuvent abuser de leur pouvoir. Et il faut donner cet outil-là à l'enfant.
peut-être que je vais raconter un peu sous forme un peu d'anecdote pour que ce soit un peu plus incarné, cette idée que je dis. Comment le langage nous donne la possibilité de mettre en mots d'une certaine manière l'ordre du monde ou le désordre du monde est quelque chose de très précieux qui nous aide à grandir, à nous élever. C'est ça, être élève, c'est s'élever, c'est vraiment grandir intellectuellement. À l'école, j'apprends le mot préjugé, par exemple. Et là, je comprends que certaines idées ou certaines phrases attribuées à des groupes sociaux ou des groupes communautaires sont empreintes d'images fixes. Et je comprends, par exemple, grâce au mot préjugé, à ce concept, je comprends que le racisme est une construction. Quelque chose que je ressentais tout enfant, mais que je n'arrivais pas à concevoir parce que je n'avais pas les mots pour ça. Et puis, au lycée, j'apprends encore d'autres concepts. Le mot subjectif, le concept de représentation mentale. Et tout à coup, ça m'éclaire. Je comprends, par exemple, que ce que dit mon père, que ce que dit ma mère, que ce que disent les gens autour de moi sont aussi liés à leur vécu personnel et subjectif. Le mot subjectif me donne la possibilité aussi de me libérer de certains préjugés. C'est magique. Et puis, plus tard encore, j'apprends d'autres concepts, toujours qui vont m'aider à mieux comprendre toutes ces représentations mentales. L'habitus, par exemple, de Bourdieu. Je comprends mieux les mécanismes de reproduction des hiérarchies sociales, l'importance de la prime enfance dans l'intégration de l'ordre du monde tel qu'on nous le présente. Et voici comment l'école l'école enseigne aussi à grandir à travers le langage et l'abstraction que permet le langage. Merci, merci Salma. L'importance du langage, là, c'est bien clair. Évoluons vers cette conversation qui tire, vers la fin maintenant. Nous ne pouvons nous pas parler de ce moment inattendu, extraordinaire, dans le sens de hors de l'ordinaire que nous vivons maintenant, cette pandémie depuis plus d'un an. Et oui. Cette pandémie qui a bouleversé la manière de travailler, mais aussi la manière d'enseigner. Tu as fait allusion il y a quelques instants au cours en ligne, cours à distance, oui. Le télétravail, etc. etc. Alors, oui, d'après toi, est-ce un changement durable? Parce que cette pandémie, elle s'arrêtera bien un jour, là. Est-ce que ces changements sont là pour durer, d'après toi? J'ai envie de dire, j'espère que non. Parce que ces cours en ligne nous font perdre quand même quelque chose qui est essentiel dans l'éducation et qui est le lien, le contact, la proximité avec l'autre. Là, je vous montre quelques images du choix Goncourt de Lorient, dont nous avons parlé en début d'émission. C'est une expérience qui dure depuis quelques années et qu'on a l'habitude de faire, voilà, dans cette convivialité, comme vous le voyez dans ces photos. Ce sont des étudiants de 10 pays du Proche-Orient qui se réunissent pour lire des mêmes livres et pour ensuite en débattre ensemble et donner un prix littéraire qui est le prix littéraire du choix Goncourt de Lorient. Cette année, on a dû le faire en visioconférence et on a un peu raté cette possibilité de se retrouver dans cette convivialité, à mon avis, très importante pour pouvoir avancer. Alors, ce qui m'inquiète aussi dans cette histoire aujourd'hui de ce qu'on appelle les gestes barrières, de la distance à conserver, c'est quand même quelque chose qui m'inquiète. Quand on voit, par exemple, les affiches que je projette ici et qui
qui encourage les enfants à garder leur distance. Je m'inquiète de savoir ces enfants qui grandissent, quels citoyens ils vont devenir demain, alors qu'on sait combien l'enfance est importante dans la socialisation. Qu'est-ce qu'ils vont être quand ils vont être beaucoup plus grands, alors qu'on leur enseigne à prendre distance les uns avec les autres. Je n'ai pas de réponse absolue à tous ces questionnements. Je sais quand même que d'après mon expérience, la relation présentielle est très importante dans l'enseignement. On enseigne aussi avec les yeux, enfin le regard, le toucher, la proximité. Moi, je sais que très souvent, j'ai pu, en tant qu'enseignante, apaiser un stress d'élèves juste en étant plus proche physiquement, en tenant la main, en tenant le bras. Oui, c'est important, je crois, dans l'enseignement. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Bertrand? Oui, c'est important. Je voudrais souligner, hein, parce que ça m'est très, très cher. J'en parle souvent dans mes conférences. Les bénéfices, je vois la fiche, oups, qui est partie. Les bénéfices, en fait, c'était les bénéfices de l'empathie et de l'intelligence émotionnelle. Oui. À mon avis, c'est l'un des grands manquements des systèmes d'éducation. Il y a très peu d'écoles, très peu de profs, très peu de manuels qui en parlent. Cette pandémie, s'il y a un aspect positif dans ces moments si difficiles que nous vivons, là, je crois que c'est la prise de conscience, j'entends parler un peu partout, la prise de conscience de l'importance du bien-être. Pas seulement physique, pas la santé physique seulement, mais la santé mentale, émotionnelle, etc., etc. Et j'espère que, eh bien, cette prise de conscience va se renforcer et que dans les manuels, dans les programmes, dans les salles de classe, les profs vont accorder une plus grande place au développement de l'intelligence émotionnelle de leurs jeunes. Tout à fait. Espérons qu'on prenne profit de cette crise pour pouvoir arriver à ça. Parce que c'est ce qui est important aussi. Un élève, c'est un être humain à part entière. C'est pas juste un réceptacle de notions ou de contenus qu'on va donner comme ça. On doit aussi, comme tu dis, tenir compte de son bien-être mental, émotionnel, la faculté à être en joie, la créativité, la spontanéité des enfants. Très, très important. Alors, dernière question pour terminer cette belle conversation, Salma. Quels sont tes projets en tant qu'écrivaine, en tant que prof, en tant que citoyen du monde? Alors, oui, j'écris de plus en plus et j'écris beaucoup sur la relation avec l'autre, je pense. Je vais chercher aussi beaucoup dans mes souvenirs d'enfance et dans tous ces lieux magiques dont on a parlé, que sont les établissements scolaires. Pour moi, l'école n'a jamais été un lieu de, comme certains l'ont vécu, et je comprends aussi, hein, un lieu difficile à vivre, un lieu de malaise. Et c'est dommage que l'école crée aussi ce sentiment. Pour moi, l'école a été un enchantement et j'aimerais pouvoir transmettre ça aussi. Ce que je fais aussi beaucoup maintenant, de plus en plus, ce sont les ateliers d'écriture que j'anime en France, en Côte d'Ivoire quand j'ai l'occasion, au Liban également, au Canada, j'espère bientôt, si c'est possible. Voilà. Merci, merci. Nous l'espérons également. Merci beaucoup, Salma Koujok, écrivaine ivoiro-libano-française, écrivaine citoyenne du monde.
Merci infiniment pour ton temps. Donc, Salma Kojok, depuis la France, là, depuis pas très très loin de Paris, à 2 heures à peu Oui, près en depuis train de... Tanlé. Oui. Depuis Tanlé, voilà. Très belle conversation donc, sur l'histoire, sur l'enseignement, sur l'éducation en Côte d'Ivoire, au Liban, en France et tout simplement dans le monde. Alors, donc, Salma Kojok, présidente depuis 4 ans maintenant à peu près là, du jury du prix Goncourt de Lorient. Oui. Alors, ça a été un bonheur, un plaisir, un privilège de te recevoir et de t'écouter, de converser avec toi. Et je suis certain que notre public a apprécié aussi la richesse hein, de ton vécu, ton regard sur l'éducation, ton regard sur le monde, sur la relation à l'autre. Où peut-on te trouver, Salma? Pour les personnes qui souhaitent communiquer avec toi ou qui souhaitent en savoir davantage. Personnes qui souhaitent communiquer avec moi, vous pouvez passer par mon adresse email. Je peux vous donner mon adresse email. Oh oui, s'il te plaît. Oui. Voilà. Donc, c'est salmakojok@hotmail.com. En un seul mot, SALMAKOJOK@hotmail.com. Ça me ferait très plaisir de continuer la discussion avec ceux qui le souhaitent. Il suffit de m'envoyer un mail. C'est le plus simple, je pense, aujourd'hui. Parfait. Merci beaucoup. Alors, c'est ici que se termine cette autre édition d'Éduc-Action ou l'éducation en action. Éduc-Action ou l'éducation en action est une coproduction de Malisa Capital TV et d'Éduc Nation Consulting Inc. Je vous dis merci et à la prochaine. Merci une fois de plus, Salma, et à très bientôt à toutes et à tous. Merci, au revoir. Au revoir.